partenaires. Je voudrais d'abord remercier votre association de m'avoir invité. Je n'ai pas eu besoin d'être convaincu de venir ici vous rencontrer. Je suis surpris que je sois le premier à occuper ma fonction, à venir vous rencontrer, parce que vous allez le voir dans quelques instants au cours de notre discussion, votre rapport au développement économique, au développement énergétique du Québec est absolument capital. Mais votre association, elle est déjà là depuis 25 ans. Vous êtes au cœur de toutes ces discussions, des enjeux énergétiques. Votre rapport a toujours été précieux, mais je sais que parfois vous aviez l'impression d'être un peu loin parce qu'on parlait d'autres sujets quand on parlait d'énergie au Québec que les énergies renouvelables. Et vous avez vu que l'ambiance internationale, l'ambiance canadienne, l'ambiance québécoise maintenant vous amène au bon endroit et au bon moment. Donc, vous constituez la force vitale, la force vive de cette industrie, mais également une masse critique. Quand je vais à l'étranger, on a parlé tantôt, M. Letellier parlait de notre visite au Mexique, il y a d'autres personnes ici que j'ai rencontrées dans les missions internationales. Je suis toujours très heureux d'avoir avec moi des gens de votre association, d'Ecotech, toutes ces firmes, de la nouvelle économie, de l'économie du 21e siècle, parce que c'est ça qu'on vend au Québec, du Québec maintenant à l'étranger. Et devinez quoi, c'est ça que les étrangers veulent entendre dire du Québec. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir, moi, en Chine, au Mexique, ailleurs, dans le domaine des énergies vertes, renouvelables? Et on a beaucoup, beaucoup à offrir, et c'est grâce à vous. Donc, ce que je veux vous dire avant tout, je le redirai à la fin également, c'est que nous sommes votre allié. Un allié des travailleurs, des entrepreneurs, des communautés qui croient comme nous tous dans cette salle, je crois, à la nécessité de développer, oui, mais surtout faire prospérer cette industrie, votre industrie, et de faire prospérer le Québec à travers ça. On est dans une transition énergétique qui est absolument capitale, qui est essentielle et qui doit être réalisée et qui sera réalisée. Au cours des derniers mois, j'ai rencontré des travailleurs, des entrepreneurs, des leaders politiques, des investisseurs au Québec, dans le reste du Canada, partout dans le monde. Et il y a deux mots qui retiennent l'attention qu'on entend partout, et vous m'avez déjà entendu les prononcer, et ne soyez pas surpris si vous les entendez encore à de nombreuses reprises. Deux mots qui doivent définir les actions qu'on posera ensemble comme société au cours des prochaines années: décarbonisation et innovation. Et bien sûr, les deux vont ensemble. Et ça va faire vraiment partie de notre plan économique, et je vais vous en dire quelques mots. D'abord, le premier, c'est la fameuse décarbonisation, c'est quitter progressivement, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont, quitter progressivement le monde du pétrole, qui est, oui, le monde du présent, encore un peu, puis le monde du passé, mais pour gagner le monde de l'avenir. Une transition, donc, pour diminuer notre dépendance au pétrole. Le milieu des affaires partout sur la planète constate un changement irréversible. Et j'ai été frappé à Davos récemment par le fait que le milieu financier international, les grands acteurs du milieu financier, les grands investisseurs institutionnels et privés qui étaient réunis dans une table ronde à Davos, sont là. Et ça, c'est un moment de bascule dans cette question des changements climatiques et des énergies renouvelables. Quand ces grands investisseurs se disent entre eux, entre elles, on ne peut plus voir nos portefeuilles d'investissement comme avant. On doit analyser le risque climatique. On doit veiller au contenu carbone de nos portefeuilles d'investissement. On sait qu'on a traversé un rideau, on a traversé une porte qui nous amène ailleurs. Et il faut rendre hommage à Mark Carney, l'ancien, bien sûr, gouverneur de la Banque centrale, qui est maintenant celui de la Grande-Bretagne, qui a fait un discours à Londres, je crois que j'étais chez Lloyd's, qu'il était. Il m'a dit, et j'en ai parlé, j'ai eu le plaisir de le rencontrer à 2 reprises, qu'il y avait comme un froid dans la salle quand il a prononcé ces paroles, parce que les gens n'en revenaient pas qu'un gouverneur de Banque centrale prononce des paroles aussi fortes dans le domaine de l'environnement. Donc, le constat est clair, cette décarbonisation, elle doit être faite. Puis je le dirais, comme on le dit souvent, puis il faut le répéter, ce qui est bon pour l'environnement, c'est aussi bon pour l'économie. Mais également parce que ces décisions d'investissement maintenant, et je le vois, je l'entends dans mes rencontres, elles incluent maintenant des considérations d'ordre environnemental. Et j'ai un exemple très concret à vous présenter, qui est très récent également. Vous avez peut-être vu, comme moi et comme nous, la bonne nouvelle, la décision d'Amazon Web Services de s'installer à Montréal. Ça a été annoncé le principe il y a quelques jours, quelques semaines, et on fera l'annonce plus formelle probablement vers la fin de l'été ou au début de l'automne. Et je demandais à ces entrepreneurs, pourquoi vous venez vous installer ici au Québec? Parce que vous aviez certainement beaucoup d'autres options à considérer. Et la raison, c'est l'engagement du Québec dans le changement climatique. Et c'est le fait que l'électricité du Québec est une électricité propre, verte, renouvelable. Et pour une entreprise comme Web Services, une entreprise de serveurs qui consomme énormément d'électricité, ça demeure non pas une obligation maintenant, mais c'est un facteur de distinction. Ils peuvent maintenant se distinguer auprès de leurs compétiteurs et des marchés grâce à ça. Donc, c'est plus qu'une nécessité, c'est une réalité, cette décarbonisation.
Et la deuxième, c'est l'innovation. Bien, tout le monde parle d'innovation. Il y a des mots magiques. Hein, vous avez remarqué, si on dit le mot innovation, correct, on a coché la boîte, maintenant on peut passer à autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par innovation? Ça veut dire quoi en pratique? Et ce n'est pas à vous que j'ai à l'apprendre. Vous êtes au cœur même de l'innovation. Dominique est responsable de mettre ça, de concerter davantage les acteurs. C'est pour ça que la science est là, l'innovation est là, le numérique est là. On a une bonne chaîne d'innovation au Québec. Je pense que vous la connaissez, cette chaîne-là. Mais il y a des trous dedans pour passer d'une étape à l'autre, notamment sur le plan du financement des entreprises. Et je peux vous dire que Dominique et nous, on est vraiment à l'œuvre là-dessus. C'est un enjeu. Pourquoi l'innovation? Outre le fait de prononcer le mot qui nous permet de cocher la boîte, c'est un enjeu fondamental de productivité pour le Québec. Vous savez que notre productivité au Québec est faible par rapport au reste du Canada. C'est en partie, pas uniquement, mais en partie dû à notre capacité d'innovation qui croît de façon phénoménale, mais il doit continuer à le faire. Qui dit productivité, dit prospérité. Qui dit productivité et prospérité, dit meilleures conditions de vie, meilleurs revenus pour les citoyens également. Il y a un lien très étroit entre le niveau de vie d'une société et sa capacité à innover. Développer notre expertise, qu'on ait plus de brevets chez nous encore, plus de brevets commercialisés chez nous également. Ça, c'est important de le dire, que la propriété intellectuelle reste chez nous, qu'on demeure compétitif, qu'on exporte notre savoir-faire. Vous ne savez pas à quel point je suis fier quand je suis à l'étranger. Évidemment, je suis habitué d'être fier d'Hydro-Québec à l'étranger, on en parle presque à chaque endroit, mais quand je vois vos entreprises avec moi, quand je suis capable de dire aux chefs d'État, aux ministres, écoutez, le besoin que vous venez de m'exprimer, bien, ça tombe bien, j'ai une telle avec moi, telle entreprise, et il faut absolument que vous les rencontriez. Et c'est comme ça que les contacts se font, et c'est comme ça qu'on développe les affaires. Donc, il faut faire les deux de front. Bien sûr, on ne fera pas un ou l'autre, on fera les deux, innover, décarboniser, mais c'est ce que vous faites, vous, chaque jour. Et pour une économie puis une société qui change, qui doit considérer cette lutte au changement climatique comme un pôle incontournable de développement, et non pas une obligation, un pôle incontournable et une occasion extraordinaire de développement. Une économie qui doit réduire son empreinte carbone, donc qui crée des nouvelles technologies, de nouveaux emplois de qualité, et, je l'insiste, partout au Québec, y compris dans les régions, et pour tout le monde au Québec, y compris et beaucoup avec les Premières Nations dans nos régions, qui doivent participer à ce succès-là. Je vous félicite d'avoir eu un atelier spécifiquement sur le lien avec les Premières Nations dans le développement de vos entreprises. Vous avez des défis similaires ou même plus grands. Nous, les Québécois, on en a relevé plusieurs au cours de notre histoire. Je suis certain qu'on va relever celui-là également. On a fait des choix, déjà, les choix collectifs qu'on a fait depuis quelques années nous amènent là. C'est pour ça qu'on est devenu un leader déjà perçu comme un leader. On peut faire beaucoup mieux, mais perçu comme un leader dans le domaine des énergies renouvelables. C'est le choix historique de l'hydroélectricité, bien sûr, il faut le dire. Hein? Le choix à l'époque, moi, je ne m'en souviens pas vraiment. Je me souviens de mon père qui me parlait un peu du nucléaire à l'époque, mais il y avait un gros débat au Québec entre l'énergie nucléaire et l'hydroélectricité. Et c'est grâce à la vision des décideurs de l'époque, notamment de Robert Bourassa, qu'on a fait ce bon choix-là. Et qu'on avait nationalisé, bien sûr, et rendu collective la propriété de l'électricité auparavant. Maintenant, on a une économie moderne, une économie où l'entreprise privée joue un rôle beaucoup plus important et où certainement les acteurs étatiques comme Hydro-Québec et vos entreprises doivent coexister et être partenaires. Donc, ça a profondément transformé notre profil énergétique. Je rappelle toujours, je fais toujours un quiz. Qui est le premier ministre qui a créé Hydro-Québec? Non, tu n'as pas le droit, Éric. Alors, c'est Adélard Godbout. Adélard Godbout, je pense que c'est en 1944. Et bien sûr, Jean Lesage est celui qui, avec René Lévesque, à l'époque, a nationalisé l'électricité. Robert Bourassa, les grands chantiers de la baie James. Mais qu'est-ce qui a rendu les grands chantiers possibles? Je reviens aux Premières Nations. C'est l'acteur historique, l'entente historique sur la baie James et le nord du Québec, avec les 3 nations concernées, dont les Cris. On en célébrait il y a quelques jours à peine l'anniversaire. C'était touchant de voir des signataires de l'entente qui étaient là avec nous. Mais ça a profondément modernisé les Premières Nations. Et c'est ça qui nous a permis d'être où on est maintenant. On a continué, bien sûr, avec d'autres initiatives. Et là, je vais faire attention parce que je fais toujours un soin de prononcer les choses comme il faut et de ne pas dire les choses comme les gens ne veulent pas qu'elles soient dites. Bien sûr, on parle beaucoup d'électrification du transport, puis c'est Jean Charest qui a fait le premier plan en 2011, mais on m'a dit, c'est pas seulement l'électrification, c'est aussi le transport à zéro carbone qui peut être fait, par exemple, avec le gaz naturel liquéfié et d'autres types de ressources. Donc, j'élargis le transport à ça, puis on m'a dit, mais votre ministre, vous avez nommé ministre de l'électrification, mais là, je me suis rattrapé. On est agile en politique. Hein? Je me suis rattrapé, puis j'ai dit, oui, mais n'oubliez pas, il est aussi ministre de la mobilité durable. Puis là, j'étais sauvé. Donc, je vais passer juste quelques instants sur l'hydroélectricité, parce que je vais parler des autres domaines aussi. On est quand même un des principaux producteurs au monde et on doit être très fiers de ça. Puis je vous félicite, M. Martel, de vouloir rendre les Québécois à nouveau, non pas qu'il ne l'ait pas été, mais à nouveau encore plus fiers d'Hydro-Québec. Et
je pense que c'est quelque chose qui est extraordinairement utile et nécessaire pour le Québec. Bien sûr, Hydro-Québec va aller plus loin, il va jouer son rôle à nouveau sur la scène internationale, mais pas pour être vos compétiteurs, je crois pour être votre partenaire également dans les entreprises ou les projets que vous ferez à l'étranger. Et ce qui nous a permis d'être un chef de file, c'est cette expertise, votre expertise. Et on va aller encore plus loin maintenant dans le domaine des énergies renouvelables parce que je sais qu'on a le talent pour y arriver et qu'on va y arriver ensemble. Donc, la prochaine politique énergétique 2030, elle s'en vient bientôt. Je disais un peu mi-figue, à nos collègues de la table d'honneur qu'on m'avait empêché de venir vous en communiquer les grandes lignes parce qu'ils disaient que vous ne pouvez pas leur donner déjà la politique énergétique. À quoi on sert, nous, après, pour faire la présentation puis faire les discours? Bon. Mais vous ne serez pas surpris de savoir que cette politique énergétique, elle va marquer un tournant. Elle va marquer une page qu'on tourne. Et pas qu'on tourne à moitié, une page qu'on tourne véritablement. Mais elle doit également, bien sûr, d'abord parler de cette transition énergétique, mais cette transition, elle doit également nous permettre de développer notre économie et de créer de l'emploi. Alors, les deux doivent être là, mais il faut parler, bien sûr, de la nécessaire transition. Il y a des chiffres que je cite partout à l'étranger qui suscitent beaucoup d'envie. Quand je parle de notre rang de production d'électricité, les gens sont envieux, disons-le, d'avoir de nos ressources, mais quand je dis que 99 % de notre électricité est faite avec des énergies renouvelables, bien sûr l'hydro, mais également d'autres types comme l'éolien, que vous connaissez bien, mais là, c'est encore plus marqué comme, je ne dirais pas comme admiration, parce que oui, on l'a développé, mais on a été béni par la géographie, puis d'être dans cet environnement d'eau et de richesse que les Premières Nations, avec nous maintenant, peuvent exploiter. Maintenant, si on regarde le portefeuille énergétique complet du Québec, bien là, le chiffre est un peu plus bas, mais quand même un des meilleurs au monde. C'est 46 % de notre portefeuille énergétique actuellement qui est constitué de sources renouvelables. Alors, on va certainement vouloir se doter de cibles plus ambitieuses et le basculer plus haut. Ce chiffre-là, c'est clair, ça fera partie de la politique énergétique. Mais il faut se souvenir que 46 % pour beaucoup de pays, notamment pour des pays européens, comme la France et d'autres, c'est déjà bien au-delà de ce qu'eux essaient d'obtenir au cours des prochaines années. Donc, on est au bon endroit, au bon moment. Il faut développer nos atouts, nos gens. Moi, je parle toujours des ressources du Québec, mais la première ressource que nous, les Québécois, on a, c'est nous. C'est les gens, les hommes, les femmes, qui sont dans les entreprises, qui se promènent dans le monde entier et qui font la promotion de ce que nous avons à offrir. Donc, cette politique, elle va bien sûr viser à augmenter l'apport des énergies renouvelables au portefeuille énergétique, mais ça, je sais que c'est votre vision. Je ne suis pas ici pour vous convaincre que c'est nécessaire ou que ce sera fait. Vous le savez que ça doit être fait et vous êtes aux premières loges de ça depuis quelque temps. Mais tout le portefeuille renouvelable. Il ne s'agit pas d'aller spécifiquement pointer tel ou tel type d'énergie renouvelable. J'ai rencontré tantôt des gens de tous les milieux. Alors, on a parlé d'éolien. Développement éolien, mais réfléchi, avec une destination connue, avec une mission spécifique, bien sûr. Également dans des circonstances qui permettent de le justifier à notre population. Puis encore une fois, M. Martel, bravo sur cette réforme que vous faites des normes comptables à Hydro-Québec qui nous permet d'enlever l'idée à la population que c'est donc une mauvaise nouvelle d'avoir de l'éolien au Québec. Puis c'est pour ça qu'on paie l'électricité un peu plus cher, beaucoup moins cher qu'ailleurs, mais il y avait malheureusement ce lien qui a été rompu par l'entreprise au Québec et je pense que c'était une décision absolument essentielle. Il y a la biomasse sous plusieurs formes, bien sûr les biocarburants. J'entendais parler tantôt d'un immense projet de biocarburants, comment dirais-je, en Haute-Mauricie. Je ne vais pas parler trop précisément, mais une fois que j'ai dit ça, vous savez c'est où, et qui va nous amener des investissements considérables, puis on a les ressources pour ça. Les matières résiduelles, les sources d'énergie, j'étais avec beaucoup Enerkem, mais quand je mentionne une entreprise, ce n'est pas parce que je ne veux pas parler des autres en passant, c'est que ça me vient, c'est un souvenir de voyage, de mission économique, mais j'inclus toutes les entreprises quand je fais ça. Donc, elle va nous permettre avant tout, puis ce mot-là, pour moi, va être capital dans la stratégie énergétique, la politique énergétique, pardon, de faire cette transition de façon cohérente. Le mot cohérence, pour moi, c'est absolument capital. Je vais vous en reparler un peu plus tard, mais déjà, il est clair, puis les débats de cette semaine sont une illustration absolument magistrale de ça, qu'on ne peut pas avoir, d'une part, une politique de lutte au changement climatique, une politique énergétique, puis une politique économique, sans lien étroit les uns avec les autres ou l'un avec l'autre, et sans que l'un ne renforce pas l'autre. Donc, on doit minimiser et éviter le plus possible une décision qui rompt cette cohérence-là. Et pour moi, le mot cohérence est absolument essentiel. Il faudra bien sûr transformer en profondeur nos habitudes, notre vision des différentes filières énergétiques, et chacun en a un rôle important à jouer là-dedans.
va falloir modifier nos habitudes de consommation également, qu'on va réussir à réduire nos besoins pour faire le choix et amener nos concitoyens, nos entreprises à faire le choix des énergies renouvelables ou à faible émission de gaz à effet de serre. Il faut compter sur tous les secteurs sans exception, résidentiel, public, commercial, industriel, bien sûr, le secteur des transports. J'en ai parlé il y a quelques instants. Le transport, c'est 45 de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur des transports. Donc, si on veut arriver aux cibles ambitieuses que le Québec s'est données, je rappelle, ce n'est pas rien, on a déjà fait beaucoup, mais ce qui reste à faire est difficile. 20 en 2020, 37,5 en 2030 de réduction par rapport à 1990 et jusqu'à 85 de réduction en 2050. Alors, on me parlait de la signature du Québec aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais cette signature également-là, elle est importante parce qu'on l'a prise sur la scène internationale et on doit bien sûr le faire et le livrer. C'est essentiel donc d'avoir des cibles exigeantes et il faut être ambitieux et on va être ambitieux. Il faut quand même brièvement parler d'efficacité énergétique parce que tout le monde sait que l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on économise. Alors, c'est certain qu'on a des efforts à continuer dans le domaine de l'efficacité énergétique. Je dirais quelques mots également des fameux surplus, un mot que j'utilise jamais. Robert Bourassa disait, on n'a pas de surplus, on a de l'énergie disponible. Il me semble que c'est pas mal positif d'en parler comme ça. Hein? Parce que c'est un autre avantage incroyable. C'est pas un problème d'avoir des... Je suis toujours surpris de voir des gens, c'est terrible, on a des surplus d'électricité. Il n'y a pas un pays sur la planète qui ne rêverait pas d'être dans une situation comme la nôtre. Mais avec cette énergie disponible, on peut l'exporter. On peut l'utiliser pour attirer les entreprises. Mais il ne faut pas se laisser endormir par ce confort apparent, où certains même ont tenté de dire à une certaine époque pas trop lointaine, bien parce qu'on a ces fameux surplus d'énergie disponible, il faut arrêter le développement de l'énergie, du portefeuille énergétique. On a déjà fait cette erreur une fois, on ne doit pas la faire deux fois. Mais la diversification du portefeuille devient encore plus importante qu'elle l'était il y a quelques années, parce que les grands projets hydroélectriques, oui, il en reste peut-être qu'on pourrait identifier, mais ils sont en cours ou déjà faits. Donc, on va vers des projets différents et on va encore une fois beaucoup vers l'énergie renouvelable. Il faut donc réfléchir à ce portefeuille-là et c'est une des missions de la stratégie de la politique énergétique, c'est de décrire le portefeuille énergétique qu'on veut avoir au cours des prochaines années. Réduire notre dépendance au pétrole, mais de façon progressive et sage. Parce qu'il faut s'assurer également de mettre en valeur des solutions de transition, et je vais être très clair, dont le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est une solution de transition pour nous éloigner du pétrole. Et le gaz naturel lui-même va changer au cours des prochaines années. Oui, gaz naturel fossile, mais aussi gaz naturel qui vient des matières résiduelles et de recyclage autres que vous connaissez très bien. Et d'ailleurs, il y a des projets que le gouvernement soutient actuellement dans ce domaine-là. Je veux les rappeler. Bourque avec Pétrolia, Stoltz avec Encours, Gaz Métro avec l'usine de liquéfaction. C'est absolument essentiel que non seulement on assure ces partenariats-là, mais qu'on les poursuive. Mais on va quand même mettre tout en œuvre pour augmenter notre production totale d'énergie renouvelable et de bioénergie. Ce qu'on veut, c'est miser sur les forces du Québec, les forces naturelles du Québec qui sont représentées ici et qu'on a la chance de réunir dans cette salle. Parce qu'on a beaucoup d'ambition pour le Québec. On veut faire du Québec un chef de file nord-américain dans les domaines de l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, pour bâtir cette économie nouvelle, forte et faible à la fois. Forte parce que plus prospère, mais faible par son empreinte de carbone. Et maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Et je me disais ce matin en quittant l'Assemblée nationale que voilà le défi. Vous savez, c'est très facile de parler d'économie verte. Ça fait partie des boîtes qu'on peut cocher. On a entendu tous les clichés, on les entendra. Oui, l'économie n'est pas contradictoire avec l'environnement. Bien sûr, bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a des choix à faire. Il y a des choix précis à faire. Il y a des choix marquants à faire. Et on doit avoir le courage de faire ces choix-là. Donc, parler d'économie verte, c'est assez facile. Agir en conséquence, c'est une autre paire de manches. Et c'est là que le test se fait. Donc, je veux répéter l'essentiel du message de cohérence. Voyez ça comme un triangle avec 3 points. La lutte au changement climatique, la politique énergétique et les initiatives de développement économique. Et même, on va dire encore plus loin que parfois, il y aura des compromis à faire. Parfois, on va dire, ben écoute, cette région, elle a absolument besoin d'un projet industriel parce que quelle est l'alternative pour les citoyens de cette région? Je pense à la Gaspésie, clairement.
Donc, il faut que les gens travaillent, puis ils ont le droit, eux autres aussi, elles aussi, à accéder à l'emploi industriel. Mais lorsqu'on a un enjeu d'émissions associé à ce développement-là, on va proposer d'en faire une opportunité, de vous solliciter pour aller voir ce cas-là, voir comment est-ce qu'on peut réduire encore plus les émissions, capter les émissions, pourquoi pas, apprendre, puis ensuite aller vendre cette expertise-là dans le monde entier. Et je pense qu'on est capable de le faire. On a déjà chez nous les talents et les entreprises qui nous permettent de le faire. Il faut que ce soit l'ambition de tout le Québec. Oui, des villes, mais également de nos régions. Vous savez, la biomasse, les biocarburants, là, je reste au Lac-Saint-Jean, c'est beaucoup en région que ça va se passer. Il y a des beaux projets qu'on va soutenir, les projets de biomasse forestière, les projets d'innovation forestière, avec les nouveaux produits, notamment les produits de papier, de tissu, j'en entendais parler tantôt. C'est une occasion immense de maintenir notre industrie forestière dans une ambiance qui, disons-le, pour elle, est très, très difficile. Et je reviens au concours et aux bénéfices des Premières Nations et des Inuits. Il ne s'agit pas juste de leur dire, bien, venez-vous-en, vous allez être avec nous autres, puis on va faire ce projet-là. Non, 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 vous allez être des partenaires véritables du projet. Vous allez y mettre des ressources, vous allez en récolter votre part juste de bénéfices. Il n'y aura pas de développement du nord du Québec sans que les Premières Nations et les Inuits y soient absolument associés, et associés comme partenaires du bénéfice, et non pas comme spectateurs déçus qu'on est, encore une fois, passé à côté d'eux. Et ça ne se passera pas. C'est comme ça qu'on va développer notre territoire nordique. Puis chez nous, je l'ai vu très bien, dans le domaine de la petite hydraulique, le projet de Val-Jalbert, qui est magnifique en passant. J'espère que vous êtes allé visiter le Lac-Saint-Jean l'été dernier, ou si ce n'est pas fait, vous allez y retourner l'été prochain. Le projet de Val-Jalbert, c'est une merveille en termes de développement durable. Esthétiquement, c'est parfait. Il n'y a aucun impact visuel sur la chute de Val-Jalbert. Et la beauté de ça, c'est que les Inuits, la communauté Innu de Machetayach, le Pointe-Bleue, comme on disait avant, c'est les actionnaires du projet avec nous, avec le milieu. Que tous les bénéfices reviennent dans les communautés autochtones et non autochtones. Et on fait la même chose à Dolbeau-Mistassini sur un autre projet de petite hydraulique sur la rivière Mistassini. Donc, ce genre de partenariat-là, il faut absolument les développer. C'est un grand exemple ce que Robert Bourassa et ses collègues ont fait à l'époque de l'entente sur la baie James. Et où il y a beaucoup de discussions actuellement sur les Premières Nations. Je vois M. Trudeau qui, avec raison, dit qu'il faut avoir cette relation de maturité de nation à nation. Mais l'entente de la baie James, elle a permis de sortir cette Première Nation du carcan de la loi sur les Indiens, d'en faire des entrepreneurs prospères, d'en faire des gens qui prennent en main leur avenir, qui organisent eux-mêmes leurs soins de santé. Et c'est comme ça, encore une fois, qu'on va réussir le Québec, et le Québec du Nord, mais le Québec ailleurs également. Un jour viendra, par exemple, on peut rêver des choses qui sont possibles maintenant. Un jour viendra où les villages côtiers du Nunavik, avec les Inuits, seront libérés du diesel. Les communautés qui sont hors réseau, libérés du diesel, produiront eux-mêmes leur électricité propre. Avec l'éolien peut-être, également peut-être la petite hydraulique dans les embouchures de rivières. Et pourquoi pas, c'est plus de la science-fiction, avec l'électricité, produire eux-mêmes des légumes en serre, par exemple, dans les villages du Nord, et devenir beaucoup plus autonomes sur plusieurs plans. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est possible de faire ça aujourd'hui. Et c'est des choses qu'on regarde aujourd'hui. Mais ce qui nous aide à le faire, c'est d'avoir des talents à offrir, et vos talents sont les talents qu'on doit mettre en évidence, sont ici dans cette salle. Et j'insiste pour que vous nous accompagniez dans les missions internationales, les missions économiques, qu'on puisse montrer que nous autres, à 8 millions, d'ailleurs, ça impressionne toujours les gens, hein? Et je le prends en notre nom. Comment se fait que vous autres, à 8 millions, vous êtes capables de faire tout ça? Tu sais, quand vous allez en Chine, 8 millions, c'est même pas un quartier de Shanghai. Mais ils ont besoin de nous autres, ils ont besoin de notre expertise, ils ont besoin de notre créativité, de nos créations, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, bien sûr. Donc, il y a des choix à faire, je reviens sur les entreprises commerciales, les ménages, les entreprises industrielles, le transport, et c'est un virage de société. Puis si je parlais d'une page à tourner tantôt, je répète, cette page-là, elle ne peut pas juste être tournée à moitié puis retournée par en arrière. Il faut la tourner de façon décisive, de façon raisonnée, mais de façon déterminée. Donc, lorsqu'on va à l'étranger pour faire connaître l'avantage Québec, c'est comme ça qu'on l'appelle, on parle toujours de stabilité politique, de gestion responsable des finances publiques, de politique fiscale attractive, des grandes stratégies sectorielles, plan Nord, stratégie maritime, aluminium, etc. Mais on ajoute maintenant un message qui est capital.
En investissant au Québec, vous investissez dans un milieu véritablement et concrètement engagé dans la lutte contre les changements climatiques et la transition vers encore plus d'énergie renouvelable. En branchant vos ordinateurs et vos machines chez nous, vous faites le choix rentable et responsable que de toute façon, de plus en plus de vos actionnaires et de vos clients vous demandent. Celui de l'énergie propre, celui de l'énergie renouvelable. Donc, encore une fois, ce n'est pas une obligation qu'on impose à ces investisseurs, c'est quelque chose qu'ils et qu'elles demandent. Parce que dans les responsabilités corporatives, dans les communications d'entreprise, cette question des gaz à effet de serre, cette question de l'énergie est absolument capitale. Alors oui, j'aime pas les énumérations parce que j'oublie toujours des gens. Lorsque je vais à l'étranger avec Gaz Métro, Boralex, Enerkem, Minergex, Enercon, SNC-Lavalin, TM4, formidable. En Chine, on a inauguré une usine qui fait des moteurs électriques grâce à TM4 pour mettre dans les autobus en Chine. C'est québécois. C'est nous autres qui faisons ça. Quand j'étais au Mexique, bien sûr, on a parlé tantôt avec M. Letellier, je demande au ministre, un des ministres du gouvernement mexicain, quelles sont vos priorités en termes d'énergie renouvelable. Il dit, on a environ 2000 mini-centrales à faire. Ça donne bien. On a du monde que j'aimerais ça que vous rencontriez. Et d'ailleurs, les rencontres se sont faites et je pense que les choses progressent dans la bonne direction. Pour revenir à la Chine, vous connaissez leurs défis environnementaux. Êtes-vous allé à Beijing? Beaucoup d'entre vous, peut-être, sont allés à Beijing. La pollution atmosphérique due au charbon est terrible. Et j'ai bien noté que, outre les secteurs traditionnels de notre économie dont on aime faire la promotion, ce que les Chinois voulaient savoir, c'est comment est-ce qu'on s'occupait de l'environnement, comment est-ce qu'on s'occupe des déchets, quelque chose de bien, bien, bien concret. Enerkem était avec nous, il y a eu de bons partenariats de signés, et comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de notre expertise, nous, les 8 millions de Québécois. Je reviens encore à cette question de fierté. Il y a également les accords de libre-échange qui évoluent avec l'Europe, avec le Trans-Pacifique, nos liens qui vont demeurer importants et un levier pour vous aussi. Je vous rappelle également, et je termine bientôt, que le Fonds vert, c'est un levier financier puissant pour vous. Alors là, à ce titre, je veux répéter qu'il est essentiel qu'il soit géré de façon optimale, qu'on communique mieux ses résultats et ses objectifs à la population de façon très transparente et rigoureuse, dans un souci d'amélioration. C'est en cours, on va déposer des amendements législatifs pour s'assurer qu'on maintient nos 3 axes de rigueur, de transparence et de reddition de comptes. Mais avant même l'adoption des mesures législatives, on va déjà apporter des changements dans cette direction-là. Donc, on a besoin de vous pour relever ce défi-là. Votre savoir-faire, votre audace sont déjà sollicités. Elles vont être encore plus sollicitées dans les années à venir. Il faut, bien sûr, miser sur les partenariats, ceux que vous bâtirez. Entre vous, entre les entreprises, particulièrement sur le territoire du Plan Nord. Et je mentionne toujours la même histoire, le même exemple, c'est un exemple devenu classique, partenariat entre Raglan et Tuglik avec cette grande éolienne nordique qui a permis de réduire considérablement le nombre de gallons de diesel ou de litres de diesel qui sont brûlés dans ces hautes latitudes, qui sont aux premières loges du changement climatique en passant. Et il y a d'autres projets semblables, et je veux vous assurer que ce sont les projets qu'on veut soutenir, parce que les gens disent « Ah, mais le plan Nord, c'est plus difficile parce que les cours de métaux ont diminué. » En passant, pas tous les cours de métaux ont diminué. Il y en a qui demeurent très intéressants, notamment le lithium, mais également d'autres types de minerais. Mais je leur rappelle que, justement, parce qu'on a cette période devant nous, profitons-en. Profitons-en pour bâtir le réseau d'infrastructures et développer tous les axes de ce développement, dont la question d'énergie renouvelable. Alors, on veut également continuer de venir en aide aux villages et villes éloignées. Éric, les îles de la Madeleine, on ne l'oublie pas, il y a un projet qui va être relancé d'appel d'offres pour avoir une éolienne. Vous savez qu'ils brûlent du diesel en grande quantité sur nos belles îles de la Madeleine. Il faut s'assurer de faire cette transition-là. Il y a un petit projet que j'aime bien, puis j'achale un peu mon équipe avec ça parce que je leur en parle toujours. Puis je pense qu'Éric, même, je l'ai commencé à l'achaler un petit peu avec ça aussi. Je suis allé voir au Vermont le gouverneur Shumlin, qui est un grand ami du Québec, que vous connaissez parce qu'en voilà un qui est engagé dans l'économie renouvelable, dans l'énergie renouvelable et le changement climatique. Et il m'a parlé d'une initiative pour les citoyens, pour les propriétaires de maisons. Et puis j'ai été content, dans la Presse Plus, il y a quelque temps, il y avait un exemple québécois. Donc on le fait déjà chez nous. C'est pas qu'on ne le fait pas, mais je pense qu'on peut le faire avec encore plus de volonté parce que ça parle de quelque chose qui est important, je crois, dans la société d'aujourd'hui. Je m'excuse, je n'ai pas de bon terme français pour traduire ce terme anglais-là. Empowerment. Permettre aux citoyens, aux propriétaires de résidences de devenir un peu en contrôle de leur énergie. Alors, ce que fait Peter Shumlin, ce que fait Hydro-Québec avec quoi, une 50aine de résidences, jusqu'à 80 maintenant. Alors, mettez-vous dans cette situation, vous avez votre maison, vous installez des panneaux solaires sur votre toit,
une batterie dans votre sous-sol et le réseau qu'il faut. Vous comblez vous-même vos besoins d'énergie renouvelable pour votre maison, une bonne partie du moins de vos besoins d'énergie. Puis il y a des surplus, vous les vendez à Hydro-Québec sur le réseau. Donc, vous déterminez vous-même votre profil énergétique et vous jouez un rôle vous-même dans le transfert d'énergie. Et dans cette circonstance qu'on connaît actuellement, où les gens vivent une certaine aliénation par rapport au gouvernement, on en a des manifestations au sud de notre frontière actuellement, puis en Europe aussi, cette question de la prise de pouvoir des citoyens sur leur destinée ou sur leur choix est bien essentielle. Dans le domaine agricole aussi, bien sûr, il y a des choix à faire d'énergie renouvelable. On a beaucoup parlé des serres récemment. Il y aura bientôt une annonce importante dans la région de Montréal, mais dans ma région, on a un projet de serre qui est fascinant, qui est en train de se développer. Puis il y a beaucoup d'avenir pour la sériculture chez nous, et ça tourne nécessairement autour de l'énergie. Et ce n'est pas juste pour le sud du Québec, c'est également pour le nord du Québec. Il faut respecter les communautés. La question de l'acceptabilité sociale est toujours délicate. Elle doit être là toujours. Donc, je sais qu'on aura votre collaboration, on aura votre participation, parce qu'au cours de ce 21e siècle-là, il faut que ces deux grands vecteurs dont je parlais plus tôt, décarbonisation et innovation, imprègnent toutes nos actions, nos décisions. Et en fait, je viens de décrire votre industrie par ces deux mots-là. Vous avez toujours fait ça. Il s'agit maintenant de le montrer encore plus et pour nous, de le mettre à profit encore plus. Alors, ces énergies renouvelables, après l'hydroélectricité qui nous a fait vraiment gagner la modernité, vont nous permettre d'aller encore plus loin. Avec ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire avant tout et au-dessus de tout un Québec qui est prospère, qui est plus vert et plus durable, et plus juste parce que plus prospère. Le lien est toujours important à faire. C'est pour ça que je vous invite à prendre toute la place qui doit être la vôtre, et je veux vous redire en terminant que vous trouverez en moi, en nous, des alliés et des partenaires. Merci.